Partagez autour du livre. Vous pouvez à tout instant rejoindre notre communauté d'auteurs et de lecteurs via le hashtag Book Club Culture. Je vous y attends avec Sébastien Thème. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. Dans l'actualité du livre aujourd'hui, Des influenceurs, des bookstagrammeurs, ils défendent leur coup de cœur littéraire sur Instagram. Ils nous ont donné leur top 3 des meilleurs romans d'anticipation. Et puis l'auteur, compositeur, interprète Dominica publie un recueil de poèmes. Oui. au sommaire également ce lundi 13h25, ce sera Charles Dantzig et ses quadrithèmes. Pasolini en 4 volets, ça commence cette semaine. Le retour de l'anticipation, c'est le thème du jour. L'anticipation, un genre aussi prédictif qu'addictif. Anticipation, dystopie. On en parle avec nos deux invités. Le romancier et dramaturge Laurent Godet, prix Goncourt, pas Bric Goncourt, avec Le Soleil des Scorta chez Actes Sud, où sont également publiés La Porte des Enfers, Danser les ombres, Écouter nos défaites et ce nouveau roman, Chien 51, qui marche déjà très bien entre SF et polar, roman que vous dédiez à ceux et celles qui n'ont pas oublié Delphes. Bonjour Laurent Godet. Bonjour Olivia. À vos côtés, Mirwais Ahmadzai, artiste et musicien d'avant-garde, membre fondateur et guitariste du groupe Taxi Girl à la fin des années 70-80, producteur d'albums légendaires depuis pour Madonna. C'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, lui qui signe le nouveau générique de cette toute nouvelle émission qu'est Bienvenue au Club. Surtout, je suis partout. On a détrôné Madonna là, je crois, avec ce générique. C'est très fort. Et bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Merci Bonjour. Mirwais, grâce à vous. Tous les jours à midi, ça commence avec ça et c'est un bonheur. Vous publiez aujourd'hui votre premier roman, Les Tout-Puissants, aux éditions Séguier, éditeur de curiosité, un premier roman qui se situe dans un temps déraisonnable, asphyxié par la suspicion et la technologie, nous dit-on, un temps pas si lointain, un temps qui ressemble fort à maintenant. Le livre, pour l'heure, méritait bien un horoscope, mais Tout à fait. pas encore le cas pour l'instant. Non ? Là, il a son éphéméride. C'est très bien un éphéméride. En effet, c'est le livre de Johan Farber, Ma dose quotidienne de littérature française. C'est publié chez Armand Collin, une sorte de calendrier de l'Avent littéraire. Une date, un livre, une histoire, un auteur ou une autrice. Aujourd'hui, le 12 septembre, que s'est-il passé dans l'histoire de la littérature française ? Que s'est-il passé le 12 septembre en littérature française ? Le 12 septembre 1539 est une grande date de l'histoire de la littérature française car c'est la date de la parution du premier roman sentimental, signé par Élyssène de Crène, Les angoisses douloureuses qui procèdent d'amour, qui est un étonnant roman à la croisée du roman sentimental mais aussi du roman chevaleresque. Mais le 12 septembre 1539 n'est pas la seule grande date de l'histoire de la littérature française, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage qui s'intitule « Ma dose quotidienne de la littérature », à l'intérieur duquel j'ai essayé de proposer ce qu'on pourrait appeler un éphéméride de la littérature française, à savoir qu'aux 365 jours de l'année correspondent en fait 365 dates clés de la littérature française. Voilà, au programme de cet éphéméride littéraire, donc du fait littéraire et historique, comme Marguerite Duras, qui a raconté la bombe atomique qui a ravagé la ville d'Hiroshima au Japon le 6 mai 1945, ou comment Monique Wittig est devenue une icône du féminisme avec son livre Les Guerrières, publié le 2 septembre 1969, ou encore la naissance du premier romancier d'anticipation français. Est-ce que vous le connaissez ? Non, Vous allez nous le dire. je sèche tout le monde. Il s'appelle Louis-Sébastien Mercier. Il est né le 6 juin 1740. Il est l'auteur du premier roman d'anticipation de la littérature française. Son titre, c'est L'an 2040, rêve s'il en fut jamais publié en 1772. Vous ne connaissez pas, et moi non plus d'ailleurs. Mais on va bien retenir ce nom. Ouais. Alors, est-ce que le livre est Sébastien encore Mercier. disponible ? Je pense, ouais. On va regarder ça. Et on ne sait pas ce qu'il avait imaginé pour 2040. Non, mais je vous le dis demain. Ah, c'est... Ou d'ici 2040. c'est intéressant de voir s'il avait vu juste. Et vous, est-ce que vous pensez voir juste quand vous écrivez des romans dystopiques ou d'anticipation ? Est-ce que c'est important ? Mirwais. Je vais peut-être répondre en premier. Alors, je voulais juste préciser que... En fait, on décrit mon livre comme et d'ailleurs c'est même sur la quatrième de couverture, comme un roman dystopique, mais il ne l'est plus. Donc voilà, parce qu'entre le temps où je l'écris et maintenant ce que je décris dans le livre... Tout est arrivé ? Non, je pense que la dystopie, c'est le monde d'avant. Et là, c'est la réalité aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire une petite précision parce que parfois il y a des dystopies comme le livre de Laurent qui sont dans un monde futur, un peu plus loin que le mien, mais malgré qu'il y ait des éléments qui sont assez proches de mon propre livre.
Moi, c'est vraiment la réalité, quoi. On est dedans, quoi. Il y a certaines scènes du livre qui ont été écrites il y a 5-6 ans, donc voilà, quoi. C'est Donc, vrai. c'est assez facile de dire dystopique. Enfin, ça unifie le livre, disons, la dystopie. D'autant que cette histoire, ce récit, ce roman, il se situe dans notre décennie 2020 Oui, et je quelques. précise pas. Vous précisez Ouais, pas ouais. l'année. Je ne précise pas, non. Et il est écrit majoritairement à l'imparfait, donc un temps Oui. du passé, parce que le basculement que vous décrivez a déjà eu lieu. Vous avez, Mirwais, un disque prêt, je crois, et Oui. ce disque a déjà un titre, Rétro-Futur. Oui, Hein The Retro Future en anglais. Ouais. C'est aussi le temps que vous avez donc choisi pour ce récit-là, hein, un temps rétro-futuriste. Bah alors, mon album, je vais en parler 2 secondes. Hein. C'est-à-dire, mon album parle en fait surtout de la falsification du présent. Ce que je veux dire, c'est que le rétro-futur, pour moi, c'est un terme générique qui explique qu'on utilise les outils du passé, enfin les outils intellectuels, la littérature, l'histoire, les images du passé, mais aussi qu'on utilise aussi des choses qui n'ont pas encore existé, comme le futur. Voilà. Et ça nous aide à falsifier le présent parce qu'il y a une imposture généralisée qui est en train de se mettre en place, quoi. C'est-à-dire à cause de la dématérialisation, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que dans les champs artistiques, c'est quasiment partout, quoi. Mais cette falsification du présent, est-ce que c'est pas aussi le sujet du roman des Tout-Puissants? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et cette falsification est liée à l'unification. Je vais invoquer Guy Debord sans faire l'intello. Il parlait de l'unification spectaculaire, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est l'unification de la marchandise par une sorte d'accumulation spectaculaire. Et ben, dans mon livre, il y a un logo qui est revenu, qui a ressurgi du passé, dont on a enlevé la charge négative et qui est devenu le logo qui fait vendre, c'est-à-dire qui fait vendre, donc qui est le svastika. Donc c'est au masculin, hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent la svastika. Et donc ce logo est en train de s'imposer partout, mais d'une manière commerciale. Et en fait, pour expliquer peut-être aux gens d'une manière plus simple, j'essaie de décrire le monde à travers ce livre que je voyais depuis une dizaine d'années basculer dans une accélération du commerce, en fait. Parce qu'il faut être quand même vraiment vivre, je ne sais pas où, pour pas comprendre qu'il y a une accélération phénoménale de la marchandise et du commerce. C'est-à-dire on achète des produits dont on n'a pas besoin. Peut-être que grâce à la guerre en Ukraine ou ce qui se passe, on va remettre les points sur les i. Ouais, sur on un va certain entamer nombre de points. un cycle de décroissance des gens qui voilà, on va consommer moins. Mais là, depuis 20 ans, on assiste à ça. Et donc c'était une métaphore. Le svastika dans mon livre est une métaphore d'Internet, en fait, tout simplement, et de l'accélération du commerce. Vous aviez besoin de mots pour dire tout ça? La musique suffisait pas? Ah oui, non, mais la musique, c'est aujourd'hui. Après, je suis peut-être une des seules personnes à le dire, parce qu'il y a des gens, bon. En fait, parfois, je parlais à des gens, ils ne comprenaient pas du tout ce dont je parlais. Donc, autant écrire un livre et l'expliquer mieux. Mais pour moi, la musique, comme tous les champs artistiques, sont en train d'être liquidés par un phénomène de privatisation. Hein. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte parce que personne ne comprend les mécanismes inférieurs en dessous de Spotify. En plus, je critique pas, hein, c'est pas une critique. Hein. C'est-à-dire, je dis juste qu'il y a des mécanismes qui sont inférieurs, qui ne sont pas apparents, qui font qu'il y a une paupérisation des artistes au profit de très très peu. Et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, en fait, qui est en train de se déployer. Donc on peut imaginer que vous écrivez, Mirwais, aussi des livres pour être compris, avec Bien cet sûr. effort de lucidité, cette envie peut-être de nous réveiller, comme Ballard, qui est cité en 4e de couverture de votre roman Les Tout-Puissants, avec aussi Kafka, avec Burroughs, avec Philippe K. Dick. Ballard qui disait qu'il n'est pas nécessaire de se projeter dans le futur pour faire de la Non, bien science-fiction. sûr. Il suffit d'ouvrir les yeux sur l'anonymat du monde moderne. On est tombé là-dedans, on a basculé là-dedans. C'est à ça que vous voulez nous éveiller. Mais c'est pour ça que quand je dis que le monde d'avant, ce que les gens appellent le monde d'avant, mais qui est encore réel hein, pour moi, est une dystopie pour beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens se projettent dans les années 60, 70, mais ça n'existe plus, c'est fini. C'est juste, les reliquats sont... Et tout ça a été privatisé, parce que, parlons juste de la musique, qui est mon domaine, enfin, jusqu'à maintenant. Tout le monde est au courant quand même des rachats massifs par des fonds d'investissement, des catalogues de Bob Dylan, de Bruce Springsteen. Donc il y a un but à tout ça, c'est parce qu'on est en train de créer la dématérialisation généralisée qui s'appelle le Metaverse. Meta a changé de nom, c'est pas pour rien. Vous savez, Coca-Cola, ils vont pas changer de nom comme ça. Hein. C'est-à-dire, ils étudient. Donc s'ils ont changé de nom, c'est aussi parce qu'il y a un projet de société.
Donc, il va falloir habiller tout ça. Donc, c'est pour ça, quand je parle de la privatisation, c'est que l'art est en train d'être privatisé dans ce but-là, de la dématérialisation. Et donc, voilà, juste pour terminer sur le livre, c'est l'inquiétude, pour le moment, c'est une inquiétude commerciale. On est en train d'assister à une surveillance généralisée, mais commerciale. Moi, je ne suis pas du tout complotiste. Qu'est-ce qui risque ça, c'est intéressant, on va y Non, revenir. c'est parce que les fichiers Le rapport entre le vrai, le commerciaux faux, le complot, la crainte, etc. Non, moi, je suis pas, je pense... Oui, allez, terminez. Pourquoi vous dites je le suis pas? Alors allez-y, vous l'avez évoqué. Non, parce que je pense que c'est une fuite facile et puis qui est organisée aussi par des vrais sites complotistes, par contre, les théories de complot. On est dans un dispositif que personne ne contrôle, y compris les grandes marques, les grandes entités commerciales. Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste le déploiement de l'intelligence artificielle que j'évoque dans mon livre. C'est que, par exemple, derrière Spotify, derrière les algorithmes, il y a l'intelligence artificielle qui se déploie et ce n'est pas Terminator. Ce n'est pas un robot méchant qui va arriver. EasyJet, vous voyez, par exemple, je cite beaucoup de marques, mais dans mon livre, elles sont toutes citées. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, derrière, ce sont les algorithmes. Uber, vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On est en train de se faire dévorer. Comme un boa. Moi, je pense, c'est l'exemple. Comme un boa. Voilà. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que le big data? Qu'est-ce que l'algorithme, comme vous dites, Mirwais, peut faire à un artiste comme Bob Dylan que vous venez de citer? Je vais vous prendre un exemple. La musique, comme ça, les gens vont bien comprendre. Spotify, et j'insiste, je n'ai rien contre Spotify. J'ai juste quelque chose à redire sur la rémunération. C'est pas pareil. Parce que c'est super, Spotify. Vous pouvez atteindre la moindre personne avec un smartphone au fin fond de l'Amérique du Sud peut écouter de la musique. Ça, c'est génial. Parce qu'avant, c'était pas démocratique. Les vinyles, il fallait les payer. C'était dans les pays occidentaux. Et en Afrique, en Amérique du Sud, ils avaient des cassettes toutes pourries. Là, bonne qualité. C'est juste la rémunération. Mais par contre, le choix. C'est-à-dire les mises en avant des chansons, c'est l'intelligence artificielle parce que y a un algorithme qui, par exemple, décide si vous commencez pas par le refrain, vous passez tout en bas des référencements. En peu de mots, c'est comme ça. Et donc Bob Dylan? Bob Dylan, les chansons les plus connues, oui, parce que en plus il y a un effet massif. C'est que si petit à petit des labels investissent, parce qu'il y a beaucoup d'injections d'argent, il y a beaucoup de je ne vais pas commencer à expliquer ce qu'est la publicité programmatique, mais c'est le diable sur terre. Ce que je veux dire, c'est que vous ciblez, par exemple des villes, des endroits, etc. Et vous injectez beaucoup d'argent. Donc, on dit que c'est la démocratie. Vous pouvez vous mettre, vous, un artiste inconnu sur Spotify. Mais oui, vous allez y aller, mais vous n'aurez pas de visibilité. C'est là tout le problème. Donc voilà. Et donc, la dictature, je dirais, de la playlist est en marche. Et en fait, ce qui anime ça, c'est l'intelligence artificielle, évidemment. Et dans votre roman, Les Tout-Puissants, Mirwais, c'est l'entreprise SWKO, oui. Zvko, qui est toute puissante et qui dicte sa loi. Son succès, elle le doit effectivement à la commercialisation des svastikas, ces symboles. Vos multinationales sont technologiques, à leur tête des milliardaires schizoïdes digitaux. Dans votre viseur, on l'imagine, les GAFAM, les Jeff Bezos, les Steve Jobs et autres Mark Zuckerberg. Sébastien Thème. Deuxième thème du jour. Oui, on reste avec les Zuckerberg, avec les coups de cœur de 3 bookstagrammeurs. Alors, un bookstagrammeur, c'est quoi? C'est un lecteur, une lectrice qui partage sur son compte Instagram ses plaisirs de lecture. Voilà. Et vous l'imaginez, avec beaucoup de succès, on s'est rapproché de 3 bookstagrammeurs qui nous ont donné leur top 3 des meilleurs romans d'anticipation d'hier et d'aujourd'hui. Alors, la première, c'est Les Miscellanées de Cookie, 22 000 abonnés, et dans son top 3 du roman d'anticipation classique, Barjavel, Bradbury et Orwell, et son 1984, qu'elle résume en 3 mots: totalitaire, propagande et Big Brother. Dans la liste de notre deuxième bookstagrammeur, c'est La Nuit sera mot, presque 100 000 abonnés. On retrouve Ray Bradbury, bien sûr, et son Fahrenheit 451, publié en France en 1955. Et ses mots-clés pour décrire ce roman sont flamme, ignorance et livre. Enfin, Littérature & Co, notre troisième bookstagrammeuse, elle nous propose des romans plus récents, comme Bird Box de Josh Malerman, qui avait été adapté au cinéma, pour Netflix d'ailleurs, pas au cinéma, avec Sandra Bullock. Monde post-apocalyptique où tout le monde doit se bander les yeux pour survivre. Pour découvrir les autres coups de cœur de nos bookstagrammeurs, rendez-vous évidemment sur notre compte Instagram, @bookclubculture. Mais Mirwais, Laurent Godet, j'imagine que vous avez lu les Orwell, les Ray Bradbury, les Philippe K. Dick. Comment on parvient à réinventer un genre quand il a été à ce point balisé, déployé
inventer, réinventer, et même très bien. Alors, Laurent Godet, vous qui assumez, je pense, et on va pouvoir le détailler dans quelques instants, le fait d'avoir écrit avec Chien 51 un roman d'anticipation, une dystopie. Alors, c'est pas pour fuir la question, mais justement, j'ai essayé de ne pas faire ça, c'est-à-dire de ne pas m'inventer. Je suis pas un énorme spécialiste ni de la SF ni du polar, loin de là. Et donc, je suis pas en mesure de prendre ces deux genres là où ils en sont aujourd'hui et d'ajouter ma petite pierre. Donc, c'était plutôt l'idée de dire, je vais essayer d'amener tout ça sur mon territoire d'écriture à moi, quitte à, par rapport à des spécialistes, passer pour quelqu'un qui est un rigolo. Mais c'est vrai que ça m'intéressait plus d'amener la question du suspense dans mon champ d'écriture et la question de l'anticipation. Après j'ai lu Ray Bradbury et Orwell, mais je ne suis pas du tout en mesure d'avoir une cartographie actuelle du genre, et c'était encore une fois pas du tout ça qui m'intéressait en fait. Humble. Non, c'est une question c'est pas ça qui m'a nourri en fait. Donc, Et votre champ, celui que vous évoquez comme étant votre champ d'écriture habituel, comment vous le définiriez, ce périmètre-là, ce précaré dans lequel vous aimez évoluer? Est-ce que c'est celui de l'épopée, de la tragédie? Oui, déjà de ça, l'épopée, la tragédie, c'est un champ dans lequel l'imagination est convoquée. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé un plaisir d'écriture dans le Chien 51 qui était paradoxalement celui que j'avais éprouvé pour un très vieux livre, La mort du roi de Sangor, qui se passe dans une Afrique lointaine et imaginaire, donc qui n'a strictement rien à voir en termes d'époque, mais il y avait ce même déploiement de l'imagination. Je pense que Mirwais a... Au-delà du monde souvent angoissant et oppressant que décrit les livres qui essayent d'anticiper ou de décrire des dysfonctionnements actuels, je pense qu'il y a un grand plaisir à le faire quand même. Alors que nous, on ressent, peut-être pas le lecteur, parce que le lecteur prend plutôt le côté noir du monde décrit, mais moi, je trouve ça jouissif d'essayer d'imaginer quels sont les objets, comment ça va marcher, quelles sont les règles de cette société, comment ça dysfonctionne aussi, comment s'appellent les rues, quels sont Enfin, tout ça, c'est de l'imagination et c'est assez plaisant à faire, à dire vrai. Et forcément, on repasse par le présent. C'est-à-dire que pour imaginer ce futur, pour anticiper, il faut s'accrocher au présent et aux signaux, aux balises qui sont déjà existantes aujourd'hui. Ben oui, je pense qu'on a ça en commun, c'est une interrogation qui ramène systématiquement au présent. D'abord parce que effectivement la dystopie, elle existe. Elle n'est pas l'apanage de l'anticipation. Il y a des coins du monde aujourd'hui, il y a des fonctionnements aujourd'hui qui sont totalement dystopiques. Moi, juste avant le premier confinement, j'ai pu aller à Dhaka, au Bangladesh. C'est une ville dystopique. Et pourtant, elle existe aujourd'hui. C'est une ville qui a tout cramé. C'est une ville, la Buriganga qui coule au milieu de Dhaka est un fleuve qui a été déclaré mort. Il n'y a plus de vie animale. Elle est tellement polluée et les gens vivent là-bas. Enfin, certaines personnes dans le centre de Dhaka, c'est des vies dystopiques. Enfin, c'est monstrueux. Donc, il y a déjà des éléments qui sont dans le monde d'aujourd'hui et dont on peut dire, ça, c'est le dérèglement complet, c'est le visage du dérèglement de l'humanité. Prions pour que ça ne soit pas le visage de demain. Donc l'anticipation permet quoi, en fait? Elle permet de souligner, de mettre les projecteurs, la lumière sur les dysfonctionnements d'aujourd'hui et peut-être de nous dire prenez garde à ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait advenir si on ne fait pas attention. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un effet loupe qui est de rassembler des éléments qui peut-être existent déjà et de les concentrer dans une seule histoire, fait que tout d'un coup, on a l'impression d'être dans la science-fiction. Et puis, il y a un effet, effectivement, avertissement, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est peut-être un peu trop fort, mais oui, est-ce que c'est vraiment ce monde-là dont on veut? Est-ce qu'on peut encore prendre un virage pour éviter ça? Je crois, oui. Mirwais. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Laurent. Moi, j'irai un peu plus loin. Moi, je pense que les problèmes ont été identifiés parce qu'il y a beaucoup de gens, de sociologues. Mais la pensée, et d'ailleurs, dans mon livre, en fait, il y a des espèces de pensées intrusives qui ressemblent un peu à du Burroughs. En fait, pour moi, c'est un retrait de la connaissance. Ce sont des pensées intrusives, mais en fait, c'est quelqu'un qui lui... Enfin, c'est peut-être une entité qui envoie ça dans le cerveau, mais je pense qu'il y a un retrait de la connaissance et je pense que c'est un retrait tactique pour mieux revenir. Et donc, pour répondre à la question, c'est que je pense qu'il faut commencer par... Quand il y a dysfonctionnement, il faut commencer par identifier les problèmes. Et
une fois que les problèmes sont identifiés. Et en fait, on a les outils. Il y a beaucoup de sociologues. J'étais à Nancy il y a 2 jours. J'étais avec Gérald Bronner. Il a écrit un livre qui a été... c'est assez intéressant. L'Apocalypse, L'ère des Lumières, je crois. C'est intéressant parce qu'il a supervisé 14 sociologues. Et moi, j'ai appris des choses, mais c'est très technique. Mais c'est un rapport, hein, c'est pas un livre forcément pour le grand public. Donc, il y a les éléments pour comprendre, pour identifier. Donc, ce sont beaucoup de gens comme moi qui peuvent... ça aide, ce type de livre aide à identifier. Et ensuite, une fois que c'est identifié, vous choisissez votre combat. Vous voyez, c'est-à-dire l'effet de loupe, c'est très intéressant. C'est aussi une identification. Mais comment vous voulez combattre quelque chose, un dysfonctionnement, si vous ne savez pas par où commencer? Donc voilà, moi par exemple mon livre, il s'inscrit plus dans ce que j'appellerais la pop culture, parce que je pense que on s'est fait avoir par la pop culture, dont je fais partie. Hein. La pop culture, alors la pop culture, qu'est-ce que c'est? C'est la musique, c'est le rap, ça peut aller de la black exploitation des années 60 aux réseaux sociaux. C'est un ensemble, mais tout ça a été contrôlé. C'est-à-dire au début des années 2000, et notamment les réseaux sont des canaux maintenant de diffusion. C'est-à-dire, en fait, en gros, on a une hypodermique, une seringue plantée dans le bras, avec une espèce de diffusion comme ça, de pop culture plutôt de bas niveau. Et qui diffuse? Qui diffuse? On en revient aux milliardaires schizoïdes que je décris dans mon livre. Alors attention, je précise parce qu'il y a évidemment quelqu'un qui, dans une autre interview, je commence à parler des schizoïdes, ils m'ont dit oui, c'est stigmatisant parce que vous les traitez de mégalomanes. Mais je parle de certains. Ils sont 2-3, hein, ils ne sont pas beaucoup. Ce sont ceux qui viennent de la tech, c'est-à-dire des gens comme Elon Musk. Voilà. Et dans mon livre, j'argumente. Et qui veulent aller conquérir mais j'argumente dans mon livre. Ciel. C'est-à-dire, à un moment donné, j'explique pourquoi je les traite de schizoïdes. C'est pas juste ils sont schizos comme ça. Ouais. En fait, je me réfère à un livre de Gilles Deleuze et de Guattari qui s'appelle L'Anti-Oedipe, qui est quasi incompréhensible, mais à un moment donné, c'est très intéressant, ils développent l'idée de ce qu'ils appellent eux-mêmes le schizo, qui est au centre du capitalisme, et ils ont cette phrase qui branche tout sur tout. Bon, c'est-à-dire, vous prenez des Elon Musk, etc. C'est-à-dire, c'est que le milliardaire d'antan, c'est un armateur, c'était un grec au nazisme, il faisait des bateaux. Là, ils font tout, ils essayent tout. Donc vous avez tout lu, en fait, comme votre personnage, hein, Lazare, qui a aussi lu Foucault, Deleuze, Guattari, Guy Debord, que vous citiez tout à l'heure, Mirwais, et qui vont remplir ce vide conceptuel dans lequel Et puis, on est en ce moment. Combattre aussi. Exactement. Et vous le dites dans le roman, hein, pour vous, on est entré dans une période d'anti-lumière qui s'est ouverte depuis quelques années, avant les attentats même parisiens de 2015, comme le raconte votre narrateur, Laurent Godet. De votre côté, on voit aussi que les multinationales, dans votre roman, Chien 51, ont pris le pouvoir aux États, chose passablement inquiétante. Dans Chien 51, la Grèce a fait faillite, rachetée par la firme Goltex. Ses habitants ne seront plus grecs, écrivez-vous, je vous cite. Ils deviendront salariés d'une des 2 plus grosses entreprises planétaires. Et comme Goltex... Salariés. Oui, justement. Et comme Goltex veut donner une image moderne de son fonctionnement, on ne dit plus salarié, mais salarié. Mirwais vous a bien lu. Parce qu'être chez Goltex, c'est être autant un citoyen qu'un salarié. On parlait de la tragédie tout à l'heure, Laurent Godet. Elle est née dans la Grèce antique. En 2008, elle est revenue frapper le pays, la Grèce. Est-ce que vous diriez que la crise de la dette publique grecque vous a passablement marqué, voire traumatisé, que l'image d'un pays à genoux, tombant aux mains des marchés, est peut-être ce qui a mis une petite graine dans votre cerveau d'écrivain et donné ce roman aujourd'hui? Oui, le destin de la Grèce actuelle est d'abord c'est pas terminé. Je pense que la Grèce souffre. Cette année, ils ont fini le remboursement. Mais de la les dette. Blessures causées par le traitement de cheval qu'on leur a imposé, ça va être longtemps dur pour beaucoup de Grecs. Après, c'est vrai que le pire a été quand même évité et que moi je pars du pire pour construire l'univers de Chien 51. C'était une façon aussi de convoquer une géographie qui est un peu la mienne, qui est la Méditerranée, qui est cette Méditerranée autour de laquelle j'ai beaucoup écrit, que je vais continuer à arpenter et à écrire, j'espère. C'était une façon de
de convoquer aussi un long passé, une perspective assez longue dans le roman. La Grèce, c'est la mythologie, c'est un certain nombre de lieux comme Delphes, comme d'autres. Et j'aimais bien cette vibration entre un monde très moderne, de la dystopie, de l'anticipation, et quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui peut permettre des frottements que je trouve intéressants dans le livre. D'où le choix d'un héros grec. Absolument. Absolument. Il s'appelle Zemsparak. Et Chien 51, c'est son matricule. C'est un flic appliqué à la tâche qui a fait le choix d'officier en zone 3 avec les déclassés parce que le monde maintenant est découpé, en tout cas la ville, en 3 zones. La zone 1 pour les privilégiés, la zone 2 pour les classes moyennes, la zone 3 pour ceux qui ont vraiment tout perdu. Il est grec exilé, il a la nostalgie de sa ville Athènes, celle aussi des, comment on dit, les dolmades, ces feuilles de vigne, farcies au riz. Il se défonce à l'okios, la nouvelle technologie addictive qui joue avec votre cerveau et vous plonge dans le monde de vos rêves. C'est l'anti-héros grec en fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai souvent l'habitude, effectivement, vous l'avez dit, de travailler autour de la tragédie, dans la tragédie, le pire est à venir. On sait qu'il va arriver et tout le processus conduit de manière inexorable vers ce pire. Là, le pire a eu lieu et Sparak l'a traversé d'une certaine manière. Donc c'est un personnage qui a traversé l'écroulement de son monde et qui en est usé, profondément cabossé en fait par tout ça. Et je le prends après le pire. La seule chose qui pour moi est une source de lumière, peut-être de lumière un peu noire, mais de lumière quand même dans le livre, qui est sombre, c'est justement ça, c'est qu'il est inspecteur et il y a quelque chose en lui qui n'a pas totalement abdiqué de ce point de vue-là. Il continue à vouloir trouver la vérité de ce meurtre, par exemple, on aurait pu imaginer un personnage qui est bien au-delà de tout ça et qui dit finalement ça n'a aucune importance, laissons tomber, de toute manière il y aura d'autres meurtres demain, c'est une goutte dans un océan. Non, il y a cette ténacité en lui qui pour moi est quand même le signe qu'il y a encore un sens. Il veut rééquilibrer le monde. Ne pas faire cette enquête, ça serait quand même encore pire. Donc il y a cette chose-là, propre d'ailleurs au roman policier, qui n'est pas propre à mon écriture, qui est propre à... Tant qu'on veut savoir qui a tué la victime, c'est quand même qu'on croit encore un tout petit peu au monde et à une certaine morale en fait. On veut connaître la vérité. C'est marrant parce qu'à l'instant, Mirwais nous parlait justement, nous disait je ne suis pas complotiste, je ne fais pas dans le complotisme. Donc je m'appuie sur des éléments vrai. On évoquait la falsification. Quel est votre rapport à vous, Laurent Godet, comme romancier, et surtout en donnant dans ce genre qu'est l'anticipation avec la vérité? Mais quelle vérité? Enfin, moi, en tant que romancier, la question de la vérité, ça a toujours été... je crois que le roman, c'est le lieu de la vérité plurielle. Je ne parle pas là du monde dans lequel on vit, je crois que c'est d'ailleurs pour ça que les romans sont souvent insupportables aux dictateurs. C'est que tout roman est une manière de déployer des vérités. On a autant de vérités que de personnages. Et nous, notre éthique d'écriture, c'est d'être derrière chacun d'entre eux. Même le plus salaud des personnages doit être soutenu par son auteur, c'est-à-dire aller au bout de sa logique. Ça ne veut pas dire qu'il est en accord avec lui. Ça, c'est la structure du livre qui va le dire. Qui meurt, qui tue qui, etc. Mais au moment où il y a une prise de parole, par exemple, il faut déployer la logique des... Moi, c'est ce que j'ai appris au théâtre et c'est ce qui me passionne. Il faut donner sa chance aux personnages. Donc, je crois vraiment que le mot vérité pour un romancier, il est systématiquement à mettre au pluriel. Après, la vérité du monde dans lequel on vit, je crois aussi assez à ce pluriel-là. Ça dépend où vous habitez, ça dépend qui vous êtes, ça dépend le souvenir de quoi vous avez en vous. Mais c'est quand même vrai qu'il y a des tendances de privatisation du monde, par exemple, qui sont assez inquiétantes. Sébastien Thème, avant que Mirwais vous pique la parole, parce qu'on a bien envie de la reprendre, vous vouliez nous parler d'un autre musicien, d'un autre, pour le coup, chanteur et parolier, compositeur, qui a choisi d'écrire aussi en cette rentrée, mais autre chose. Oui, c'est l'auteur, compositeur, interprète Dominica qui publie chez l'Iconoclaste dans la collection Iconopop un beau recueil de poèmes rassemblés sous le titre Le présent impossible, un titre qui ferait un bon titre de roman d'anticipation d'ailleurs. Dominica, victoire de la musique de l'artiste interprète masculin en 2013. Il a sorti une quinzaine d'albums, dont le dernier, Le Monde Réel, qui sort ce vendredi. On lui a demandé quelle place tenait la musique dans l'écriture de ses poèmes. Écoutez. Toute écriture, même en prose, doit être musicale. Donc le point de jonction que je pourrais trouver entre l'écriture de textes de chansons et l'écriture de poèmes, c'est une forme de scansion qu'on instaure, une forme de rythme. Je crois que le fait
Moi, quand j'écris des textes de chansons, c'est souvent finalement sur une forme assez classique de alexandrin, octosyllabe, quatrain. C'est souvent avec des rimes, ce qui n'est pas le cas dans les poèmes. Mais par contre, quand je chante, j'ai tendance à casser l'alexandrin ou l'octosyllabe, le découper de façon à ce qu'il n'y ait pas cette lassitude qu'on peut ressentir dans le rythme s'il est énoncé en continu. Et je pense que ça m'a servi pour écrire les poèmes, pour trouver la place finalement de chaque mot, chaque vers. Pourquoi isoler un mot par rapport à une petite phrase derrière? C'est une rythmique en fait et une scansion qui, à mon avis, découle de ma pratique de la chanson en fait. Le présent impossible de Dominique Annay, c'est publié chez l'Iconoclaste. Et pour aller voir Dominique en concert, sa tournée débutera le 11 novembre prochain. Toutes les dates sur son site dominiquea.com, Olivia. Ce n'est peut-être pas anodin, Mirwais, si dans votre récit, il y a des chants. Le récit est entrecoupé, rythmé par des chants. Qu'est-ce qu'ils incarnent? Alors, ces chants sont une référence à l'Énéide de Virgile, où il commence par des chants de guerre, parce que je pense que je parlais, ces pensées intrusives qui sont dans le livre, qui peuvent un peu peut-être désarçonner le lecteur, ne sont pas anodines, ce sont des chants pour moi de guerre, dans le sens où c'est pas une guerre que nous vivons, mais il y a quand même un retrait de la connaissance qui est en train d'opérer. C'est-à-dire, je pense pas être le seul à faire ce constat. Et donc, quitte à se retirer, autant faire un petit retrait tactique et revenir et réoccuper le terrain d'une autre manière. Voilà, donc ces chants, pour moi, sont plus presque des chants de guerre. S'il faut se réapproprier le langage, je pense. Voilà. Et je voulais juste faire une petite sur la vérité. Je voulais juste citer Philippe Cadic, puisque je trouvais qu'est-ce que la vérité, et j'aimais bien sa réponse. Il disait c'est ce qui revient tous les jours à la même place. Moi, j'aimais bien ça. C'est l'idée que ce soit un problème ou quelque chose de bénéfique. Laurent Godet, vous avez choisi chercher une musique particulière pour ce chien 51 en explorant ces autres possibles littéraires aussi. Ben moi, c'est un peu dans mon ADN d'être à la croisée de l'écriture théâtrale, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, et du roman. Et c'est vrai que du coup, la question de l'oralité, elle est permanente. En fait, je lis tous mes textes à voix haute en les travaillant, que ce soit un roman ou autre chose. Et effectivement, j'entends bien ce que disait Dominica, chercher la musicalité d'une phrase qu'on prononce à voix haute. C'est assez particulier, c'est pas tout à fait la même chose que simplement si on la couche sur le papier. Moi, je travaille beaucoup à l'oreille, comment ça sonne en fait. Merci beaucoup à tous les deux. Et on a envie de regarder vos incipits parce que c'est la chronique que nous propose chaque vendredi Mathias Sénard. Et on sait à quel point la première phrase est importante chez vous. Laurent Godet, ça commence par « D'un coup, la ville devint folle ». Et chez vous, Mirwais, si j'arrive alors, sachant qu'on est à moins 273 degrés aussi, oui. Il fait très froid, c'est une douleur extrême qui nous réveille au milieu de la nuit. Allez, pas de panique, on continue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laurent Godet, chez 51 Actes Sud. Merci Mirwais, Les Tout-Puissants, c'est chez Séguier, France Culture, il est 13h24. Pasolini en 4 volets. On ouvre cette série avec vous, Charles Dantzig. Bonjour. Bonjour Olivia. Premier volet ce lundi. Cette semaine, l'objet de mon quadritème est en effet Pier Paolo Pasolini, qui me permettra de montrer que chez un écrivain, c'est parfois ce qui semblait le plus circonstanciel qui dure, que rien ne lui fait plus de mal que son moi, et qu'il y a des qualités dans la lourdeur. On ne fait jamais cas à Pasolini de sa très grande intelligence. Il l'a cachée, enfin, aux yeux des gens pressés, derrière d'autres choses, ce qui semblait une obsession sexuelle et des grilles de raisonnement qu'il s'imposait comme le marxisme. C'étaient des formes de brutalité envers lui-même, comme s'il se méfiait de sa finesse. Mais fin il était, et tellement qu'il finissait par se faufiler entre ses plaques de fonte et disait des choses prodigieuses d'intelligence sensible. On le voit très bien dans 2 volumes qui viennent de paraître et pourraient sembler mineurs, 2 recueils d'articles, l'un traduit pour la première fois intégralement, Description de description chez Manifeste, l'autre entièrement inédit, Le Chaos chez Du Rouge et du Noir, auquel j'ajouterai ses entretiens 1949-1975 parus un peu avant. Des articles, des interviews, et oui, la grande honnêteté intellectuelle de Pasolini s'y applique de manière frappante. Voici par exemple une phrase exacte et terrible. Malheureusement, le pouvoir n'est jamais complètement cynique. Il est contaminé par des formes sincères de fanatisme. Il faut que je la répète. Malheureusement,
Le pouvoir n'est jamais complètement cynique, il est contaminé par des formes sincères de fanatisme. Comme on le sait, Pasolini était devenu relativement réactionnaire en vieillissant. La meilleure preuve est qu'il éprouve le besoin de dire dans une de ses interviews, alors qu'il n'est pas question de cela, « Je ne suis pas réactionnaire ». On ne fait pas une déclaration pareille quand on ne vous demande rien si on ne sent pas un penchant que l'on cherche à faire oublier. Et bon, la contestation par Pasolini du droit à l'avortement et les gamins de 68 qu'il surnommait avec dédain les chevelus, i capelloni, et les délires de préférer les gendarmes supposés fils du peuple, comme si c'était en soi une vertu angélique, aux révoltés supposés fils de bourgeois. Tout ça n'est pas criminel. Comme il reste, disons, 95% de très bien, laissons-lui le 5% qui ne nous va pas. De plus, même quand il dit des énormités, Pasolini est toujours intéressant. Ce qui reste d'un écrivain est très aléatoire. Ce n'est pas toujours, et c'est même rarement, ce pourquoi il était connu de son vivant. Pour sortir de Pasolini, prenez Voltaire. Il écrivait ses contes comme Zadig pour l'amusement des dames de la cour et ne prenait au sérieux que ses tragédies, qui étaient d'ailleurs des triomphes. Et voilà Pasolini qui croyait rester, grâce à ses films chrétiens, bien plus proche de nous par de simples articles. Pasolini était plein de pensées. Sur des événements du moment, dont nous ne savons plus rien, il reste frais de ce matin. Pour une simple raison, il ne commente pas, il pense. Je suggère de distribuer ces livres aux commentateurs de télévision du câble qui jappent et aboient 24 heures sur 24. Ils tomberont morts de honte d'un seul coup. Ah, je crois que je m'illusionne en disant cela. C'est le moment de citer une phrase de description de description. Voilà mon excès de confiance sur la possibilité que l'intellect échappe aux préjugés. Voilà, c'était les quadritèmes de Charles Dantzig, volet 1 consacré à Pasolini, la suite demain. Et demain, dans Bienvenue au Club, dans notre book club, SébastienTel. On s'intéresse au phénomène One Piece, le manga le plus vendu en France, le plus lu aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez Élysée One Piece via notre hashtag Book Club Culture. Merci beaucoup, Sébastien Thème. Vous indiquez quand même, on en reparlera, parce qu'il est beaucoup question aussi de la place des drogues dans vos deux romans, Laurent Godet et Mirouet. Est-ce que la Mostra de Venise vient de consacrer le documentaire qui parle du combat mené par la grande photographe Nan Goldin, à retrouver justement très bientôt ce film qui montre aussi son combat contre l'industrie des opioïdes. France Culture, il est presque 13h30. Je vous dis à demain.